Salut, c'est Esteban pour Tensei Performance. Sur cette chaîne, on va parler performance sportive, spécialement pour le CrossFit, même si on touche un petit peu à d'autres sports. On va apprendre à être efficace dans la façon de s'entraîner, comment mieux voir l'entraînement de façon globale, partager des connaissances et des opinions. Le but de cette première vidéo, ça va être de savoir si c'est utile de faire des tests au CrossFit, mais surtout comment les analyser correctement, comment on peut utiliser ça pour guider et quantifier son entraînement. Donc une vidéo sur l'analyse des tests. Donc on va voir les tests qu'on a fait dans la programmation et on va s'en servir pour savoir comment on peut s'améliorer sur un mouvement, sur une discipline du CrossFit, donc soit sur l'endurance, soit sur la force, soit sur la gym, ou bien comment on peut se servir de ça pour s'améliorer globalement en vue d'une prochaine compétition ou en vue de la saison prochaine. Donc dans notre programmation, on va surtout utiliser ces tests pour guider et quantifier la performance de l'athlète. Quantifier, c'est la version la plus simple et la plus abordable des tests. C'est ce que tout le monde fait et c'est ce qu'on fait depuis des années dans le sport. C'est-à-dire qu'on fait des tests, on met un chiffre sur la performance de l'athlète, on met un chiffre sur son endurance. Ici, on pense à des tests comme VMA, PMA, Critical Power, Critical Speed, tous ces tests-ci. On peut faire un max sur un mouvement, donc soit un mouvement de force et du coup quantifier la force spécifique à un certain mouvement. On peut aussi faire un max, de traction stricte ou de muscle-up et du coup quantifier la force qui est spécifique à ce mouvement de gymnastique. Alors quantifier c'est utile, et c'est utile à faire dans le temps. C'est la chose qui est la plus simple à faire, la plus abordable pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de sheet super compliqué pour le faire, qui analyse toutes les données. Finalement, si on voit que par exemple nos max en force ont progressé d'année en année ou de saison en saison, on sait qu'on a un bon programme et qu'on est sur la bonne voie. Si par contre ça a tendance à stagner ou à baisser, on sait qu'il faut changer quelque chose et améliorer tout ça. Par contre, c'est pas suffisant. Si on veut être un petit peu plus chirurgical, un petit peu plus efficace dans nos analyses et dans ce qu'on prépare pour la saison, on peut pas se permettre d'attendre, l'année d'après, ou les 6 mois ou la fin de la off-season pour refaire des tests et puis se rendre compte que ça a stagné ou se rendre compte que c'était pas aussi bon que ce qu'on voudrait, pour la saison. Donc on va aussi utiliser ces tests pour guider l'entraînement. On va servir des sensations, des résultats, d'une analyse globale pour guider les entraînements et être à peu près sûr qu'on va être sur la bonne voie pour la saison prochaine. Donc dans le programme, j'ai donné 2 semaines de tests. Ces 2 semaines de tests, elles ont eu pour objectif de principalement tester les 3 disciplines du CrossFit, la force, la gymnastique et l'endurance, de façon assez séparée. Des fois, on a mixé 2 d'entre elles pour avoir des sensations en plus plutôt que juste des données, mais on va laisser le spécifique, le spécifique CrossFit, le spécifique compétition aux Open ou aux qualifications de Throwdown ou même aux finales de Throwdown. On va essayer de récupérer aussi les données qu'on a sur ces compétitions qui eux mixent et donnent des résultats sur des workouts, sur des combos particuliers, sur des enchaînements, sur des domaines de temps. Et du coup, nous, dans les tests de la programmation, on va faire plutôt du dissocié, donc soit de la gym, soit de la force, ou soit que de l'endurance. Donc là, on a tous les tests qu'on a effectués. Donc en force, c'est resté très basique. Donc un CrossFit total avec du bench press à la place du strict press parce que le bench press a été testé cette année dans les quarts de finale. Et du coup, c'était un peu plus intéressant de le mettre ici. Un RM clean and jerk et un RM snatch pour élever la force sur les mouvements olympiques. Du côté endurance, on a un petit peu plus de tests parce qu'on essaye d'établir des profils de critical speed ou critical power, ça va dépendre des machines, mais aussi des profils physiologiques en fonction des limitations de l'athlète. Donc on est parti sur un 3 minutes run et un 12 minutes run. Alors il est en bleu parce que c'est pas tous les athlètes qui avaient celui-là. Ceux qui peuvent s'entraîner le plus, ils avaient le 3 et le 12 minutes et les athlètes de la classe, ils avaient seulement le 3 minutes. On a pareil un 3 minutes row et un 12 minutes row. Donc c'est 3 minutes et 12 minutes vont nous permettre d'établir un critical speed ou un critical power qui est une donnée, on parlera peut-être dans les prochaines vidéos où on peut établir et un profil mathématique, donc savoir à peu près quelle pace on peut tenir sur quelle distance, et un profil physiologique en connaissant ce critical power ou critical speed et en essayant de l'améliorer au fur et à mesure.
Ensuite, à l'assaut bike, on avait aussi 2 tests, un 30 secondes pour et le maximum de calories et le maximum de wattage pour savoir quelle est la puissance maximale atteignable et est-ce que cette puissance, on peut la tenir sur la durée des 30 secondes. Et un 4-1-4, donc qui est plutôt un test de profilage physiologique pour déterminer les limitations avec l'oxymétrie musculaire. Pareil, je pense qu'on prendra juste ce test-là et on analysera des données dans une prochaine vidéo parce que c'est assez intéressant à savoir. On a aussi Karen, qui est un mini workout, mais qui peut donner des données intéressantes sur l'endurance des jambes, et les facteurs limitants qui peuvent influer sur ce 150 wall ball for time. Est-ce que vous êtes capable de faire des grosses séries ou est-ce que c'est plutôt le pump des jambes, le pump des épaules qui vous empêche de, par exemple, faire les 150 wall ball unbroken, la respiration, etc. On se servira même de ce workout en fin de vidéo pour essayer pour faire une analyse et essayer de déterminer tous les entraînements qui seraient possibles de faire en fonction des sensations et des résultats accomplis. Sur la gymnastique, on avait un push capacity, donc ça c'était surtout des handstand push-up strict et du handstand walk qui est couplé dans un workout pour savoir est-ce que c'est l'endurance musculaire qui pêche, est-ce que c'est plutôt la force absolue et aussi connaître un peu les sensations de l'athlète sur faire beaucoup de handstand push-up strict et tout de suite enchaîner avec du handstand walk. On avait la même chose pour les muscle-up, donc faire des grosses séries aux anneaux et faire des grosses séries à la barre et savoir est-ce que c'est la technique qui pêche ou est-ce que c'est plus l'endurance musculaire, est-ce que c'est plus le fait d'alterner avec un mouvement. On avait mis de l'assaut bike dans ce petit workout, donc est-ce que c'est le fait de faire haut du corps, bas du corps qui est gênant ou pas. Et ensuite, on avait un max toes to bar et un max chest to bar. Donc toujours pareil pour savoir à quoi ressemble la technique sur ces deux mouvements. Est-ce qu'elle est optimisable ou alors est-ce que c'est juste de l'endurance musculaire à travailler. Donc une fois qu'on a effectué tous ces tests et du coup qu'on a déjà quantifié la performance, qu'on a noté tous nos résultats, maintenant on va essayer de la guider. Donc je vais vous montrer 3 outils que je vais utiliser pour guider la performance et on va partir du plus simple à utiliser au plus compliqué. Premier outil que j'utilise, ça va être un tableau de couleurs où j'ai rassemblé tous les tests et je vais noter les résultats et ensuite grâce à une échelle que j'ai fait moi-même, donc elle est clairement arbitraire, elle peut être changée en fonction du contexte. Là j'ai pris vraiment un contexte spécifique au CrossFit en disant que telle couleur correspondait à tel niveau, etc. Et j'ai essayé d'assembler tous les tests pour que les niveaux correspondent. Donc forcément, il y a une feuille pour les hommes et une feuille pour les femmes. C'est la feuille pour les femmes. En endurance, les chiffres sont un tout petit peu plus bas et les chiffres de force sont un tout petit peu plus bas aussi. Par contre, les chiffres en gymnastique restent les mêmes puisque souvent dans les workouts de CrossFit, les chiffres pour les femmes en gymnastique ne baissent pas. Donc si on prend cette feuille, ça rassemble tous les tests et le fonctionnement est très très simple. Dans Score, j'ai juste à noter mon score sur le test indiqué. Et ensuite, à droite, je vais avoir l'échelle. Donc, imaginons que je fasse un back squat à 115 kg. Je me retrouve entre la couleur verte et la couleur bleue. Donc, je ne suis pas encore à la couleur bleue. Donc, si je mets 115 ici, je vais me retrouver avec la couleur verte ici. Ok, et je vais faire de même pour tous les autres tests. Et ce code couleur, finalement, il va être assez pratique pour évaluer où est-ce que j'ai besoin de travailler et où est-ce que mon niveau est suffisant pour faire juste de la maintenance ou de la stimulation. Donc, si on prend un exemple concret, où j'ai rentré ici tous ces scores et que maintenant j'ajoute les couleurs, on voit clairement que si je suis dans un contexte où je veux m'améliorer au CrossFit de façon générale, qu'il n'y a pas seulement la force ou l'endurance qui m'intéresse. Là, ici, voilà, j'ai du vert et du bleu à peu près partout en force. Par contre, on voit clairement que je commence à avoir du jaune en gymnastique et j'ai beaucoup de jaune et voire même un orange et un rouge en endurance. Et du coup, ça va plutôt être là que je dois mettre le maximum de mon entraînement et que je vais mettre un minimum d'entraînement, juste faire de la maintenance sur ma force, rééquilibrer le tout et ensuite refaire des tests et retravailler sur les choses dont j'ai besoin. Donc là, c'est assez simple. On est dans le cas où un athlète a vraiment des qualités dans une discipline et des défauts
dans une autre. Et ensuite, dans le cas où d'un athlète qui se retrouve à peu près au milieu de tous les niveaux, donc il n'y a pas forcément ni de violet ni de rouge, mais on se trouve entre les deux. Et du coup, c'est assez simple de guider son entraînement. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est assez simple. Vous rentrez tous vos scores à gauche, vous mettez les couleurs qui correspondent à droite et vous allez forcément voir où vous avez besoin de travailler et qu'est-ce que vous devez travailler en premier. Dans ce cas-ci, par exemple, je travaillerai en premier un peu la gymnastique suspendue. Avant d'améliorer les muscle-up ici, clairement, j'essaierai d'améliorer les pull-up et les chest to bar. Ok, je ferai une étape par ça et après, je viserai les muscle-up. Et ensuite, surtout, j'essaierai d'améliorer l'endurance. On voit qu'il a un bon sprint, okay, une bonne force absolue sur le vélo puisqu'il est capable d'atteindre 1500 mètres. Par contre, ça ne se transfère pas sur les 30 secondes. À mon avis, après 15-20 secondes, il a dû avoir une grosse chute de watts et du coup, il n'arrive qu'à 24 calories. Donc, je ferai surtout de l'endurance de base, okay, du gros travail de zone 2, essayer d'améliorer son endurance de fond plutôt que sa puissance maximale. Et on essaiera de garder sa force en faisant une séance de back squat par semaine, une séance d'haltéro et ça sera parfait. Donc misez plus son temps sur de l'endurance et de la gymnastique suspendue et faire juste de la maintenance sur sa force et sa gymnastique de poussée. Maintenant, on va utiliser le même outil, toujours ce tableau, mais on va prendre un deuxième exemple d'un athlète un petit peu plus avancé qui va être à la fin des niveaux, à la fin de l'échelle arbitraire, donc qui score beaucoup plus sur chaque catégorie de test. Et du coup, là, ça va être difficile de savoir où on veut travailler en priorité, où est-ce qu'on va faire de la maintenance, où est-ce qu'on va faire du développement, où est-ce qu'on va faire de la stimulation. Même si on pourrait dire que, là, il a 2 verres au carène, c'est sur carène qu'on va travailler. Forcément, c'est déjà un athlète qui est un peu plus avancé, donc qui a beaucoup plus de temps à investir dans le CrossFit. Alors ça, forcément, il faut les connaître et il faut avoir le contexte. Mais on pourrait travailler dans le carène et aussi avoir du temps pour travailler sur autre chose et avoir du mal à déterminer qu'est-ce que c'est que ce autre chose. Du coup, on va utiliser un deuxième outil qui s'appelle un arbre de cause. Donc là, on va en avoir deux différents. C'est les 2 autres outils dont je vous ai parlé avant. Donc un arbre de cause, c'est tout simplement ce type de schéma qui nous permet de poser des questions et en fonction de la réponse, qui est souvent oui ou non, de descendre l'arbre et d'en tirer les conclusions correspondantes. Ça va nous permettre de mapper chaque entraînement possible pour un type de limitation ou pour un certain test, en vue de s'améliorer à un certain test et de trouver le bon entraînement qui correspond au bon athlète. Donc ici, on a un exemple pour la gymnastique. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est un problème de mobilité? Si on prend l'exemple du muscle-up, tout le monde veut essayer de faire un muscle-up, la première chose à savoir, c'est est-ce que vous êtes assez mobile pour faire un muscle-up? Est-ce que vous avez assez de flexion d'épaule, assez d'extension thoracique pour avoir un keeping efficace et vous permettre de tirer le maximum de votre arche et de passer au-dessus de la barre, faire cette transition difficile et tendre les bras? Si la réponse, elle est non, forcément, l'entraînement correspondant, ça va être développer votre mobilité. Alors, on va pas aller très loin. Vous verrez dans le 3e qu'on peut développer sa mobilité de plein de façons différentes. Si là, par exemple, on avait la flexion d'épaule qui limite ou l'extension thoracique, ça serait 2 entraînements différents. Mais pour l'instant, on reste dans des arbres de cause assez simples. Donc, on va dire le premier entraînement à faire, c'est développer votre mobilité avant de travailler sur vos muscle-up. Si par contre la réponse elle était oui, on peut partir sur une deuxième question qui va être est-ce que c'est un problème de force? Si vous voulez toujours faire un muscle-up aux anneaux par exemple, mais vous êtes incapable de faire un dips aux anneaux bas ou une traction stricte, forcément oui, la réponse à est-ce que c'est un problème de force, c'est oui. Et là, on va développer votre force absolue. Il va d'abord falloir passer par du travail de traction stricte, du travail de dips aux anneaux bas, peut-être même du travail de push-up. Vraiment renforcer votre force absolue en gymnastique avec votre poids de corps et ensuite on pourra passer à droite de l'arbre, répondre non, c'est pas un problème de force dans l'arbre de cause et descendre dans l'arbre de cause. Donc je veux m'améliorer au muscle up. La 3e et dernière question, c'est est-ce que c'est un problème de technique? Si c'est un problème de technique, si vous avez la force nécessaire, si vous avez la mobilité nécessaire mais que vous êtes incapable de faire des muscle-up ou être incapable d'être efficace sur des grandes séries de muscle-up, là on va partir sur du travail de drills. Apprendre à descendre de la première rep pour enchaîner efficacement une deuxième rep ou apprendre à faire une transition
efficace, un arch efficace pour à chaque fois passer au-dessus de la barre. Là, ça va beaucoup plus être du travail de drills où on isole des étapes du mouvement pour être beaucoup plus efficient dans le mouvement. Si par contre je suis technique, je suis mobile et j'ai de la force absolue, mais que je suis incapable de faire des grandes séries de muscle-up, là on partira sur un 4e entraînement qui sera travailler l'endurance musculaire. On essaiera de faire des séries de muscle-up qui sont de plus en plus grandes et d'évoluer ça dans le temps. Donc en fonction de l'athlète et en fonction vraiment de ses besoins, on peut descendre cet arbre et déjà dans un arbre assez simple, on a 4 entraînements différents possibles. Deuxième arbre de cause simple pour avoir un deuxième exemple. On va ici prendre l'endurance, et on va prendre comme exemple le rameur et pareil avoir un deuxième arbre de cause. Donc première question, c'est encore ici, est-ce que c'est un problème de mobilité? Si je prends l'exemple du rameur, ça va être compliqué d'être efficace au rameur avec peu d'extension thoracique, puisque les épaules seront tournées vers l'avant, ça va être difficile de développer une bonne respiration. Pareil, si j'ai une dorsiflexion et des hanches un peu raides, ça va être difficile de se retrouver confortable quand je ramène la rame et que je veux retirer par la suite et pour respirer et être efficace dans la poussée pour revenir et tirer la rame. Donc toujours la même chose, si la réponse est oui, c'est un problème de mobilité, on va aller du côté du développement de la mobilité et plus travailler là-dessus au départ. Si la mobilité c'est pas un problème, là notre deuxième question par rapport à avant, elle change un petit peu. On peut pas dire est-ce que vous avez assez de force absolue sur le rameur. Là, ça va plutôt être est-ce que vous pouvez respirer correctement dans la position. Au rameur, c'est assez difficile de respirer quand on ramène la rame, surtout si on n'a jamais travaillé sa respiration et qu'on ne connaît pas cette mécanique de respiration. Forcément, ça va être plus simple quand on tire la rame, mais si vous avez du mal à respirer ou si vous n'êtes pas un bon briefer, ça va plutôt se passer à du travail de respiration. Déjà apprendre une bonne mécanique de respiration debout, au repos, et ensuite apprendre à coordonner ces respirations avec le mouvement de rameur, plus spécialement quand vous ramenez la rame, cette position où vous êtes tout penché. Si vous avez bien compris les principes de respiration et que vous êtes assez mobile, là on partira sur la troisième question, c'est suis-je capable de sprinter? Donc on l'avait vu dans le premier exemple, l'athlète il n'était pas bon en endurance mais il était capable de sortir 1500 watts à l'assaut bike. C'est pas extraordinaire, c'était pas un score violet, mais c'est quand même conséquent. Par contre, au bout des 30 secondes, il n'était pas capable de sortir un nombre de cales suffisant pour dire que oui, il a tenu ce 1500 ou ce gros chiffre vraiment longtemps. Du coup, être capable de sprinter, ça va être une bonne question pour quelqu'un qui vient par exemple de la force. Forcément, il va être capable de sprinter et là, s'il est capable de sprinter, on va plutôt partir sur de l'endurance traditionnelle, lui apprendre à être endurant sur du long. Si dans le cas contraire, j'attrape un athlète qui par contre vient de sport où il faut faire de l'endurance sur du long terme, imaginons du vélo ou de la course à pied, là je vais plutôt lui faire du travail de sprint. Alors j'ai marqué travail de drills, mais ça serait travail de sprint. Je crois que je me suis trompé par rapport à la slide d'avant. Mais dans le cas d'un athlète qui n'a jamais fait forcément de sprint, qui a toujours fait des workouts super longs sur le vélo ou sur la course à pied et qu'il a déjà une bonne endurance de fond, pour améliorer par exemple ici son rameur, je vais lui apprendre à sprinter. Donc là, toujours la même chose en fonction d'un athlète. Je peux développer différentes choses pour améliorer. Ici, l'exemple, c'était le rameur, mais ça peut être son assaut bike, sa course à pied ou son bike air par exemple, ou son ski. Donc là, on va partir dans notre dernier exemple d'analyse. C'est le même outil qu'avant, en beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de questions et des entraînements qui vont être beaucoup plus spécifiques. Là, on va partir dans le cas d'un athlète qui est beaucoup plus avancé, qui a beaucoup plus de temps à investir dans son entraînement et du coup, il va pouvoir travailler sur différentes choses en même temps et donc, il nous faut un arbre de cause qui nous donne beaucoup plus de solutions à un problème. Ici, on va prendre l'exemple de Karen. On avait Karen dans les tests et du coup, ici, on va se demander comment on peut améliorer le Karen d'un athlète en utilisant cet arbre de cause-ci. Première question et premier chemin dans cet arbre de cause, c'est est-ce que c'est un problème de force? Si forcément vous voulez essayer de faire les 150 wall ball unbroken, mais vous avez un back squat de seulement 100 kg, ça va être compliqué. Donc la première intervention, si la réponse elle est oui, est-ce que c'est un problème de force? Ça va être travailler sur votre force absolue au back squat, au front squat surtout, pour avoir la possibilité de faire le wall ball, les 150 wall ball unbroken.
Si par contre la réponse elle est non à cette question, on va descendre dans l'arbre de cause et prendre le chemin qui est un petit peu plus à droite. Donc, la deuxième question, ce serait est-ce que vous êtes capable de faire une grosse série sur le premier set? Est-ce que finalement vous êtes capable de minimiser le gap avec le premier set entre le 150 wall ball 4 time et votre première série? Donc si ma première série elle est par exemple de 90 et plus, forcément ça va être plus simple de tendre et de s'entraîner vers l'objectif de faire les 150 wall ball unbroken. Si je suis pas capable de faire au moins 90, on va essayer de se tourner vers d'autres entraînements pour améliorer ça et essayer de minimiser ce gap entre ces deux chiffres. Donc je réponds non. Pour l'instant on prend le chemin où je suis pas capable de faire 90 reps dans le premier set. Et du coup c'est est-ce que vous avez la mobilité requise pour être efficace sur un wall ball? Donc tout à l'heure, on disait juste on va développer la mobilité si la question c'était non, si la réponse c'était non à cette question. Là, on va être un petit peu plus efficace et savoir est-ce que c'est plutôt votre mobilité thoracique et d'épaule qui vous permet pas de respirer correctement quand vous avez le wall ball face à vous ou les bras en l'air, ou est-ce que c'est plutôt votre mobilité de squat qui vous permet pas d'être confortable pour enchaîner les reps. On a forcément cette question, est-ce que votre mobilité de squat est suffisante, cheville, hanche, donc dorsiflexion et la flexion de hanche. Donc si la réponse elle est non, on va plutôt travailler sur la mobilité thoracique, la mobilité du haut du corps pour être à l'aise quand on a et le wall ball en bas du squat, en face de la tête, et aussi les bras en l'air quand on lance le wall ball. Si la réponse elle est oui à cette question, on va plutôt travailler sur la dorsiflexion et la flexion de hanche. Alors là, forcément, si vous descendez l'arbre, c'est possible que vous répondiez oui, j'ai assez de mobilité pour le haut du corps, ou oui, j'ai assez de mobilité pour le squat. Et donc là, ça serait plus essayer de voir les interdépendances entre les différentes articulations, la coordination musculaire. Mais normalement, ça, c'est des possibilités qui arrivent vraiment pas souvent. Si vous avez répondu non, je suis pas assez mobile, la plupart du temps, 99% du temps, c'est soit votre mobilité pour le squat, soit votre mobilité au niveau haut du corps. Maintenant, on va remonter un petit peu et prendre un autre chemin. J'ai répondu non, je suis pas capable de faire 90 wall ball dans mon premier set, mais oui, j'ai une mobilité qui est assez efficace pour effectuer les wall balls. Et donc là, on va plutôt s'intéresser à la respiration. Pareil, tout à l'heure, quand on a parlé de respiration, on est parti direct sur s'entraîner à respirer. Je vous ai expliqué un peu qu'on pouvait s'entraîner à coordonner sa respiration avec le mouvement de rameur. Ici, on pourrait le faire avec le wall ball, mais on peut aussi s'entraîner à entraîner sa respiration de base, comment bien respirer pendant un effort et au repos. Et donc là, ça va partir sur différents points. Est-ce que vous êtes capable de respirer correctement sur un wall ball? Si la réponse c'est oui, on va travailler surtout sur votre coordination, respiration, mouvement. Donc une bonne respiration sur un wall ball, ça va être expirer quand vous attrapez le wall ball, essayez de diminuer la pression quand vous attrapez le wall ball et expirer quand vous jetez le wall ball dans les airs et ainsi de suite à chaque fois que vous le récupérez. Si par contre la réponse c'est non, je ne suis pas capable de respirer correctement sur le wall ball, on va déjà se poser la question de est-ce que vous êtes capable de respirer correctement sans faire de mouvement dynamique? Est-ce que vous avez une bonne connaissance de la respiration, de la mécanique de respiration? Et on travaillera sur une respiration de base. Et ensuite, on transférera cette respiration de base dans le wall ball pour faire évoluer le mouvement. Dernier chemin qu'on peut emprunter, c'est pour le cas où là, je suis remonté et j'ai répondu oui. J'ai été capable de faire plus de 90 reps sur la première série et du coup, le gap pour faire les 150 wall ball unbroken, il est un tout petit peu plus atteignable et là, il faut que je trouve des entraînements pour essayer de diminuer ce gap de plus en plus et être capable de faire mes 150 unbroken. Et donc là, on va plutôt partir sur les sensations que l'athlète a ressenties lors du workout, lors de Karen. On va lui demander s'il a ressenti une sensation de pump dans les jambes et dans les épaules. Cette sensation, on a l'impression que nos jambes brûlent, qu'elles se gonflent. Les mêmes sensations pour les épaules. Si la réponse, elle est oui, si c'était vraiment une sensation qui était marquée pendant Karen ou après un certain chiffre de wall ball, et du coup, c'est ça qui a fait stopper cette grande première série ou qui a empêché de faire les 150 wall ball unbroken, on va plutôt partir sur l'amélioration du débit cardiaque. Alors ça va passer par des intervalles, des intervalles à vitesse progressive et du travail à basse intensité sur du long terme pour essayer d'améliorer cette circulation, ce débit cardiaque lors d'un effort dynamique. Si par contre la réponse elle était non, s'il a dû stopper le mouvement ou si c'était pas très marqué cette sensation de pump, là on va partir sur un travail d'endurance classique
pour les wall balls où on va essayer d'être progressif, donc de faire des séries de plus en plus grandes, prendre un pourcentage de cette grosse série de départ et essayer de le faire avec des pauses entre, d'associer ça peut-être avec d'autres mouvements aussi qui taxent la respiration et le bas du corps pour améliorer cette grande série de plus en plus. Et donc là, on voit que pour un seul workout, on peut en déduire et guider l'entraînement de ici 9 façons différentes. Encore, je pense qu'à certains endroits, on aurait pu créer beaucoup plus de possibilités, mais c'est déjà assez complexe pour être efficace. Donc, en fonction de l'athlète, en fonction de ses sensations, on pourrait avoir différents entraînements. Forcément, si l'athlète a du temps à donner, on pourrait travailler deux choses en même temps. Si on sait que sa respiration n'est pas bonne et que sa mobilité thoracique n'est pas bonne et qu'il a du temps à investir, on pourrait travailler les deux en même temps. Donc, des fois, il faut descendre l'arbre, le remonter un petit peu et voir aussi s'il n'y avait pas d'autres choses qui clochaient pour qu'on puisse combiner les deux, développer les deux, maintenir d'autres choses en même temps et ensuite progresser sur ce carène. On pourrait effectuer ce type d'arbre sur d'autres workouts ou sur d'autres max, par exemple en force, sur le rameur pour les deadlifts et en workout et en force absolue. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que j'en fasse d'autres pour d'autres mouvements ou pour un workout en particulier et on pourrait voir ça ensemble. Voilà, c'est tout pour notre première vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir dans les prochaines. Abonne-toi pour voir les prochaines et bonne journée.